amené un article qui est important parce qu'il touche à des problèmes de fond concernant toute la vie juive, toute la conscience juive. Vous voyez assez grand ou bien vous voulez que je monte encore les lettres? C'est assez grand, c'est assez clair? Oui. Vous avez en face de vous un article écrit par le philosophe Lévinas. Qui connaît Lévinas ici, s'il vous plaît? Bon, personne. Donc, alors une petite introduction. Dites-moi en philo, en classe de terminant, on ne vous a pas parlé des philosophes du XXe siècle? Où c'est que vous arrêtez? C'est tout à Platon, à 2500 ans en arrière, non? Alors, une petite introduction. Je ne vais pas faire ici un cours de philo, ce n'est pas notre objectif. Mais il y a petite... la philosophie humaine a suivi un cursus assez classique depuis justement la philosophie grecque, jusqu'à ce qu'apparaisse sur la scène de l'histoire le philosophe allemand Kant. D'accord? Qui va bouleverser un petit peu la façon de voir des gens. On a l'habitude de lui attribuer le fait que, pour la première fois, l'être humain prend conscience que ce qu'il voit, ce n'est pas forcément la réalité. C'est comme ça en tous les cas qu'on le présente. Que l'être humain n'a pas une conscience, ou plus exactement une vue objective des choses, mais uniquement une vie subjective. Je ne suis pas d'accord sur cette façon de présenter Kant, mais ce n'est pas notre problème. Indéniablement, il provoque ici un bouleversement dans la pensée humaine, en essayant d'expliquer aux gens que jamais l'être humain n'arrive à atteindre le fond de la réalité. D'accord? Au passage, puisque vous êtes ici, ou en tous les cas une partie d'entre vous, qui c'est qui est étudiant ici au Technion? D'accord. Pour tous les gens qui sont étudiants au Technion, et pour les autres également, sachez que quand un personnage comme Einstein va rédiger, va présenter la théorie de la relativité, une de ses sources d'inspiration, c'est Kant. D'accord? C'est pas né comme ça au hasard. Ça ne vient pas que de la physique elle-même, ça vient d'une réflexion humaine qui a ses sources dans certains domaines. C'est un sujet en soi qu'il faudrait aborder d'un regard. Sur quoi s'est basé Einstein pour forger la théorie de la relativité. Mais ça, c'est pas notre monde. À partir de Kant, une nouvelle philosophie se développe. Au XXe siècle, il y a deux personnages qui vont aller dans un sens encore plus aigu que celui de Kant pour remettre en cause toute la conscience humaine. C'est deux philosophes. Un qui est un juif converti au christianisme et un autre qui est un philosophe, un des plus grands philosophes du XXe siècle, qui est nazi. Le premier, c'est Edmond Husserl, un juif d'origine tchèque, qui voulait être prof à l'université en Allemagne. Et à l'époque, pour être prof à l'université, il fallait être converti au christianisme ou au moins protestantisme. D'accord? Sans ça. Je ne sais pas qu'il était trop intéressé, mais il était fortement intéressé par sa chaire de philosophie et, comme beaucoup de juifs, pour l'intérêt personnel. Pourquoi pas sacrifier Dieu? Je suis méchant comme ça. Le second, qui est son élève. Le second philosophe, c'est un philosophe qui s'appelle Heidegger, si vous avez entendu son nom. Heidegger est indéniablement un des plus grands philosophes. Il a été forgé par Husserl, mais il n'était pas d'accord avec lui sur beaucoup de choses. Et c'est un des deux seuls personnages, et ça je vous demande de bien, surtout les étudiants du Technion, de bien vous rappeler ça. Il y a deux seuls personnages, deux seuls recteurs et grands personnages du XXe siècle qui ont soutenu officiellement Hitler. Le premier, c'est Heidegger, un des plus grands philosophes de la première moitié du XXe siècle, et le deuxième, quelqu'un qui vous est plus connu, c'est Heisenberg, le fameux physicien. Pour nous juifs, c'est extrêmement important. Vous savez pourquoi? Ça prouve qu'on peut être un génie sur le plan intellectuel et en même temps une crapule invétérée. Et aucun rapport entre les connaissances humaines, les capacités intellectuelles et les valeurs morales. En tous les cas, parmi les nations. Chez nous, peuple juif, on ne marche pas avec ça. Ça passe.
pour bien vous faire saisir ça. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a un Talmid Chacham qui n'est pas moral? Vous savez qu'est-ce qu'elle dit la halakha? Eh bien pour nous, il a cessé d'être Talmid Chacham. Point final. Il peut être avec des capacités en Torah gigantesques, il cesse d'avoir le statut de Talmid Chacham. C'est radical et la halakha, on va même plus loin que ça. La halakha dit la chose suivante, on lui dit, reste chez toi à la maison et ne te montre pas. Dans la conception juive, on n'accepte pas une chose pareille, que quelqu'un soit une personne d'envergure intellectuelle et qu'il ne soit pas moral. Évidemment, c'est la Torah, c'est pas un autre domaine, c'est quelque chose de très particulier. Maintenant, si surprenant que ça puisse paraître, voici qu'apparaît sur la scène de l'histoire de la philosophie un personnage qui est un juif, Emmanuel Levinas. Il est né en Lituanie, en très bas âge. Sa famille s'enfuit à cause de la révolution russe, il arrive en France. Il est éduqué en France, mais seulement le grand centre de philosophie à l'époque, c'est pas la France, c'est l'Allemagne. Il va donc procéder à ses études de philo en Allemagne, chez qui il étudie? Chez Husserl et chez Heidegger. Vous voyez un petit peu tout ce qui est plus surprenant ici, un juif qui a quand même un attachement juif, et vous allez voir un attachement juif profond. Il a deux maîtres à penser, un c'est un juif converti au christianisme et l'autre un fasciste. Tov, Emmanuel Levinas va même servir d'assistant à tous les deux. Il sera l'assistant des deux. Et après avoir, ces deux ont fondé une philosophie qui s'appelle la phénoménologie. Ce n'est pas notre sujet. C'est lui qui va l'introduire en France. Sartre va devenir indirectement, Sartre, je n'ai pas besoin de vous le présenter, vous le connaissez, il va devenir indirectement un féru en phénoménologie par les ouvrages de Levinas. D'accord? Levinas introduit cette philosophie dans les années 30, la guerre éclate, il est engagé comme tout le monde, et il tombe prisonnier pendant 4 ans des Allemands. Comment il est resté en vie? Je vous avoue que je ne sais pas, même si c'est moi qui ai introduit Levinas ici en Israël. Je ne sais pas du tout comment on l'a pas assassiné, parce qu'un nom comme Levinas, est-ce que les Allemands n'auraient pas compris que Levinas c'est Lévi, ou j'en sais rien quoi. Aucune idée. Toujours est-il que rester 4 ans en prison pendant la Deuxième Guerre en Allemagne et ne pas se faire assassiner, ce n'est pas quelque chose d'évident. À la fin de la guerre, il revient assez brisé de tout ce qui s'est passé, non seulement de son incarcération, mais du fait que toute sa famille a péri dans les camps de concentration. Et il a la chance de rencontrer une personne très, comment dire ça, tout à fait inordinaire. Vit en France pendant la Deuxième Guerre, une personne que certains d'entre vous ont entendu parler par moi, qui s'appelle le Chacham Shoshani. Le Chacham Shoshani est une personne énigmatique. Je sais qu'elle vient ou du centre d'Europe ou d'Europe orientale, peu importe. Un personnage avec des connaissances fabuleuses, inimaginables. Je ne parle pas des notions juives, il domine tous les domaines du judaïsme. Il a une mémoire plus qu'exceptionnelle. Pour vous donner un petit aperçu de sa mémoire, j'ai un ami qui était ici, un des principaux de la faculté de physique, professeur Goldberg, qui est un des plus grands physiciens au monde, fait partie d'une commission qui groupe à peine 30 physiciens, les plus grands physiciens du monde. Il est maintenant une personne assez âgée, plus de 80 ans. Il a été préparé à la bar mitzvah par ce Chacham Shoshani. Ce Chacham Shoshani s'est aperçu très vite qu'il avait une telle mémoire que à l'époque, il n'y avait pas comment on appelle ça, ces petits ordinateurs de calculatrices de poche dont nous disposons maintenant. Hein? Il ouvrait les livres pour calculer un logarithme, il y avait des livres avec tous les numéros, comment on calcule un logarithme. Il lisait une page, il se rappelait ça par cœur. Un jour, ce professeur Goldberg voit qu'il a une mémoire fabuleuse, il lui dit, moi, monsieur Gravel, vous avez une mémoire si fabuleuse, il a dit, vous n'avez encore rien vu.
Je dis, comment je peux voir? Il dit, amène-moi le bottin de Paris. Okay? Il lui amène le bottin de Paris, il dit, ouvre-le au hasard. Il ouvre au hasard une page, il lui dit, laisse-moi 1 minute. Pendant 1 minute, il regarde tous les numéros de téléphone de tous les gens. Okay? Il lui dit, maintenant ferme le bottin, interroge-moi quels sont les numéros, et chaque personne, tu vas me dire, je vais te dire le numéro à l'envers. Et c'est ce qu'il a fait. Il y a même plus que ça. Pendant les années 40, la Gestapo arrête tous les juifs, il est arrêté par la Gestapo. Et il demande à la Gestapo, mais pourquoi vous m'avez arrêté? Il dit, parce que tu es juif. Il dit, non, je ne suis pas juif. Pourquoi vous dites, je suis juif? Il dit, tu as fait la Brit Mila? Il dit, oui, j'ai fait la Brit Mila, mais je suis musulman. Non, tu es juif. Non, amenez un mufti qui me vérifie, vous verrez bien que je suis musulman, je ne suis pas juif. Ils ont amené pas moins que le grand mufti de Paris. Le mufti en chef de Paris rentre dans sa cellule, il reste là-bas plus que 5 heures. Après 5 heures, il sort de la cellule en rampant à genoux, exigeant de la Gestapo de libérer le personnage sacré pour l'islam. À la fin de la guerre, il donne des cours, tout le judaïsme européen, vous imaginez bien, complètement disloqué, à tous les niveaux, pas seulement humainement parlant, mais encore plus sur le plan juif. Il ouvre un petit cercle qui s'adresse à des gens de standing intellectuel et donne des cours de judaïsme. Qui vient à ça? Lévinas vient. Le Admor de Lubavitch était là-bas. Elie Wiesel était là-bas. Des tas de personnages dont vous avez entendu parler, je ne sais pas. Okay? Il y a un cercle comme ça, le cours il commence toujours entre 1h et 2h du matin. Et il met une tirelire sur la table, il demande à chacun qui rentre de payer. Mais il les prévient, je ne prends pas l'argent sur moi, pour moi. Il lui pose la question, mais alors pourquoi tu prends de l'argent? Il dit non, pour que vous appréciez le cours. Si vous ne payez pas, vous n'allez pas apprécier. C'est-à-dire, je vais donner à Tzedaka. Bon. Et il a donné cours à ces gens-là pendant quelques années. Un jour, sans annonce, sans rien, il disparaît. Disparaît complètement. Lévinas était très lié à lui. Lévinas s'est mis à le chercher. Et vous comprenez bien qu'il s'agit d'une personne qui n'a jamais mis les pieds à l'école. Elle a grandi dans un Talmud Torah, une yeshiva, on ne sait même pas où, ni quand, ni comment. Et il l'a cherché pendant 10 mois. Au bout de 10 mois, il le retrouve à Brasilia. Qu'est-ce qu'il fait à Brasilia? Il est maître de conf en physique nucléaire. Mais il n'a pas le baccalauréat, il n'avait pas le baccalauréat. Il y a 1 an, il n'avait pas le baccalauréat. Comment il est maître de conférence en physique nucléaire? Ben, tout simplement, il a passé son baccalauréat en 3 mois. Il a fait son doctorat de physique nucléaire en 3 mois. Il est maître de conf. Vous voyez un petit peu le phénomène? Un jour, il décède là-bas au Brésil. Il décède un Shabbat après-midi à Mincha. À la synagogue, il est resté comme ça, sur le carreau. Personne ne savait quelle est son identité. Ils ont cherché, ils ont trouvé dans sa poche un papier. Si vous voulez savoir qui je suis, téléphonez à tel et tel numéro en Suisse, demandez Monsieur X, il vous dira qui je suis. Bon, ils ont entendu la fin de Shabbat. Fin de Shabbat, il téléphone en Suisse, c'est une dame qui répond. Et il lui dit, est-ce qu'on peut parler à monsieur? C'est son mari. Elle lui dit, pourquoi? Il fait pourquoi? Il dit, désolé, c'est mon mari, il est décédé hier. L'énigme reste intégrale jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas qui c'est. Mais un personnage phénoménal par ses connaissances, et c'est lui qui va permettre à beaucoup de gens de remonter tout le niveau juif dans toute l'Europe. D'accord? Et si des gens comme l'Allemand de Lubavitch étaient là-bas aussi, c'est vous dire qu'il ne s'agit pas d'une personne ordinaire. Maintenant, Lévinas, qui était devenu après-guerre, qui est devenu après-guerre un des plus grands philosophes, et on peut le considérer comme le plus grand philosophe de la deuxième moitié du XXe siècle, a mis toutes ses connaissances philosophiques au service de la Torah. Pour vous donner un petit aperçu, tous les Shabbats, il donnait cours à l'école normale à Paris, qu'on appelle l'école normale, pas l'école normale supérieure, je parle de l'école normale qui était une espèce de lycée juif, il donnait tous les Shabbats. L'Alliance, l'Union. Tous les Shabbats, après la prière, il donnait cours sur un texte, une ligne de Rashi sur la paracha. Qui c'est qui venait à ce cours-là? Tous les plus grands professeurs de philo, y compris les goïms.
Un jour, un journaliste est allé voir ces grands philosophes. Il dit, mais qu'est-ce que vous avez à faire, vous, les goyim, avec Rachi, sur la Torah? Ils ont répondu, un d'entre eux, des plus grands d'entre eux, a répondu la chose suivante. C'est le seul endroit où on entend parler espoir. Une jolie phrase. C'est vous donner un aperçu. Alors maintenant, on va étudier un texte à lui qui a été rédigé dans les années 60 et un texte fondamental pour tout juif, surtout un juif universitaire et un juif vivant dans le monde, dans une culture occidentale telle que celle que nous vivons plus en Israël. C'est à cause de cet article que je me suis adressé personnellement à Lévinas. Je lui ai demandé l'autorisation de traduire tout son livre dont fait partie cet article, et il m'a donné personnellement son accord. Finalement, je n'ai pu traduire, j'ai tout traduit depuis très, très longtemps, mais on m'a empêché ici de publier en Israël. Les grandes maisons d'édition m'ont empêché de publier ça. Donc tout fait, ils se sont battus, ils ont de l'argent. Je ne pouvais pas tout seul contre eux, pour une raison extrêmement importante. Il faut que vous la connaissiez, surtout en tant que jeunes vivant dans un monde universitaire ou qui vont vivre dans un monde universitaire. Ils voulaient faire de Lévinas un laïc et un gauchiste. Il n'était ni laïc ni gauchiste. Alors ils savaient qu'une traduction de la part d'un rabbin ne leur permettrait pas de falsifier la personnalité. Donc ils se sont battus contre moi. Et je n'ai pu publier qu'une petite partie, même ayant l'autorisation personnelle de Lévinas. Ça c'est juste pour vos connaissances, à vous, peu importe. Maintenant regardez l'article parce qu'il est fondamental. Il parle de pièces d'identité. Un des points qui a secoué tout le monde juif après la guerre, c'est qu'est-ce que c'est l'identité juive? Est-ce qu'il faut la maintenir? Il ne faut pas la maintenir. Et qu'est-ce qu'elle représente? Regarde. Regardez ce que dit Lévinas. S'interroger sur l'identité juive, c'est déjà l'avoir perdu. Il a des phrases percutantes. Poser la question, qu'est-ce que c'est l'identité juive? Ça signifie qu'on ne sait plus qu'est-ce que c'est. C'est donc qu'on a perdu quelque chose de cela. Mais c'est encore s'y tenir. Sans quoi on éviterait l'interrogatoire. Si on pose la question, ça veut dire qu'on y tient quand même. D'accord? Alors on est là, entre ce déjà et cet encore, se dessine la limite tendue comme une corde raide sur laquelle s'aventurerait ce risque, le judaïsme des juifs occidentaux. Pourquoi Lévinas parle du judaïsme des juifs occidentaux? Parce que le problème de l'identité n'est qu'un problème occidental. Je vais dire des phrases délicates, mais il ne s'agit pas ici de blesser quiconque ou de faire des scissions quelconques, mais d'être dans aucune communauté orientale, sfaradite, vous l'appellerez comme vous voudrez, un juif va se poser la question, qu'est-ce que c'est être juif? Ça n'a jamais existé. Jésus, c'est seulement dans une culture occidentale qu'on pose la question. On va comprendre dans un moment. Lévinas, vous nous avez expliqué pourquoi. Qu'est-ce qu'a à faire la culture occidentale? Dans quelle identité se tient-il encore? C'est-à-dire des juifs qui vivent dans le monde occidental. Dans celle qui ne se réfère qu'à elle-même et ignore les attributs. De quel juif il parle? De celui qui ne se pose pas la question. Est-ce qu'un juif normal qui se sent juif, il essaye de se définir? Il ne essaye pas de se définir. C'est ce que Lévinas déclare quand il dit il ne se réfère qu'à elle-même, tu es juif, ignore les attributs, il ne cherche pas les attributs. On n'est pas juif parce qu'on est ceci ou cela. Les idées, les caractères, les choses s'identifient quand ils se distinguent d'autres idées, d'autres caractères, d'autres choses. Les personnes s'identifient sans produire leur indice. Je vais vous donner un exemple. Prenez, pour pas gêner une jeune fille, un garçon. Quel est ton nom, toi, ton prénom? Ivan. Ivan. Quand on dit Ivan, est-ce qu'on commence à dire Ivan, c'est le monsieur qui a tel et tel auteur, qui a ci par là, qui a tel et tel caractère? Vous êtes d'accord qu'on l'appelle par son nom, ça veut tout dire? C'est ce que dit Lévinas. On ne définit pas quelqu'un en cherchant des attributs. C'est lui, c'est Ivan, c'est tout ce que ça veut dire. C'est tout ensemble. C'est là. Michael, tu veux toi là-bas faire ça parce que je ne peux pas à cette distance parler de là-bas, c'est pas.
Si tu peux les galguer, les marques. Acham, une personne n'est pas la même sur le prétexte qu'elle est née ici et non pas là, tel jour et pas le lendemain, qu'elle a les cheveux blonds, la dent dure ou la langue facile. Elle est la même. تريد زيت سيب خير لا ما زال شخورة elle est la même parce qu'avant toute comparaison, elle est elle-même. Je suis moi, d'accord? Je ne cherche pas autre chose. On est dans le judaïsme comme on est dans soi-même. On n'y adhère pas, on n'y adhère même pas. Dites-moi, est-ce que quelqu'un devient juif ou est-ce que quelqu'un est né juif? Quelqu'un est né juif. Nous ne parlons pas de la conversion, on parle de d'écart à part. Mais un juif par excellence, et on va toucher aussi à la conversion dans un monde. Mais un juif, il est né juif, point final. Écoutez. On n'y adhère pas, l'adhésion ferait état de trop d'éloignement préalable. Si j'adhère au judaïsme, ça signifie qu'avant ça, j'y étais pas, et maintenant j'y adhère. Et une transformation donc, qui se serait passée chez moi. On n'en est pas possédé, car l'appartenance s'incurve en destin. Qu'est-ce que c'est posséder? C'est pas quelque chose qui nous attrape, et puis c'est une espèce d'exaltation, et puis qui nous dit je dois être juif. Non. On fait partie de quelque chose qui s'incurve en destin. Un juif est quelqu'un qui appartient à une phénoménologie qui s'appelle l'histoire du peuple juif. Il continue, il est un maillon dans toute cette chaîne. L'intimité radicale qui rattache le juif au judaïsme se vit à travers le mal qu'elle se fait comme un bonheur quotidiennement confessé. Attendez, si on comprend ça, qu'est-ce que c'est le mal? De quel mal il parle? Dites-moi, c'est facile d'être juif? Maintenant, c'est facile. Pendant 2500 ans, c'était facile. On était une fois dans les bûchers. On était une fois dans les pogroms. Ça n'a jamais été facile d'être juif. C'est ce que Lévinas dit. Regardez quand il dit c'est une intimité qui rattache le juif au judaïsme qui se vit à travers le mal qu'elle se fait. Très souvent, ça fait mal. On le vit, on accepte ça. Acham, aval, comme un bonheur quotidiennement confessé, ou si vous voulez, comme une élection. Là, il a jeté la phrase. Il y a un mot qui sort des gonds tous les gens à notre époque, quand vous parlez de peuple élu. Dès que vous parlez de peuple élu, automatiquement raciste. D'accord? Je crois qu'on a touché une fois ce problème, non? Je ne vous ai pas parlé? Ne tombez pas dans le panneau de quelqu'un qui vous dit que l'élection du peuple juif signifie racisme. Parce qu'on vous tourne en bourrique. On appelle racisme, à notre époque, et c'est une falsification de la notion, toute volonté de différenciation. Dès que je procède à une différenciation, on me dit que je suis raciste. On nous dit que nous sommes racistes. C'est faux. C'est profondément faux. C'est pas ça le racisme. La définition du racisme, c'est de dire au nom d'une différence, j'ai des droits sur autrui, y compris de lui faire du mal. Ça, c'est du racisme. Faire une distinction, c'est pas du racisme. Et le peuple juif, il n'y a pas de peuple juif, de peuple qui fait plus de distinction que nous. On dit qu'il y a une différence fondamentale entre un juif et un goy, point final. Mais on ne s'est pas arrogé le droit d'assassiner un goy. On n'a jamais fait ça. Mais c'est la France est une grande nation qui a l'égalité, fraternité jusqu'au 20. D'accord? Il ne faut pas oublier ça. Je ne pardonnerai jamais, ne croyez pas. C'est un an. Alors, ici, Lévinas attaque cette notion. Il dit c'est une élection. En quoi c'est une élection? Le peuple juif.
accepte sa condition juive avec tout ce qu'elle représente, avec toutes les difficultés, ce qu'il a appelé le mal qu'elle se fait, et en même temps avec bonheur. Parce qu'on accepte ça avec bonheur et joie. C'est ça? On a toujours été fiers d'être juifs. D'être dans vos passages, les gens qui n'étaient pas fiers d'être juifs sont passés de votre bord. Toujours dans l'histoire. Alors Lévinas dit, et ici, si vous voulez un style qu'on appelle en termes techniques un style dialectique, avec ses contradictions, le mal qui se fait, mais c'est une élection. On est juif, on ne le devient pas. Okay. C'est une vision a priori sombre. Pardon? C'est une vision sombre a priori du judaïsme de dire que ça se vit. C'est vrai, il y a le côté positif du bonheur, mais il dit que ça se vit à travers le mal. Ça paraît un peu. Aussi à travers le mal. Il a l'air un peu. Il affirme que c'est. Mais et quand il y a des mitzvot qui nous interdisent des tas de choses, c'est s'imposer des choses difficiles, c'est ce qu'il appelle aussi le mal. Alors, tout passe par la douleur. Enfin, comment? Tout passe par la douleur. C'est du masochisme a priori. Pourquoi tout? Ça se vit à non, travers le pourquoi mal. tout? Ça passe aussi. Il a l'air d'affirmer, il a l'air de dire que c'est que ça. Enfin, je sais pas. Bon, on va régler le problème tout de suite. Une mère qui a un enfant, elle est contente ou elle n'est pas contente? C'est venu sans douleur. Comme ça, du ciel, sans problème, elle est montée. Dis-moi, elle a sué pour ça, elle a peiné pour ça, elle a souffert pour ça, et comment? La vie naît par la souffrance. De quoi tu parles? Alors il y a des côtés difficiles, mais une fois que la souffrance est passée, l'enfant est né à un certain moment passé, après on ne pense plus qu'à la joie de celui qui est né, ou de celle qui est née, peu importe. Donc il y a les deux toujours, il ne faut jamais voir les deux aspects. Il y a aussi par le mal et aussi par le bien, c'est ce qu'il a dit, il y a les deux côtés, il y a une élection ici. C'est ça. Des regards au passage, des personnes qui ne savent pas affronter le mal et qui refusent d'accepter les douleurs et les souffrances ne seront jamais des personnes morales. Celui qui n'a pas connu les difficultés, il ne sera jamais un personnage moral. Il ne comprend pas qu'est-ce que c'est les valeurs. Pour défendre une valeur, on souffre. Tu veux être droit, tu vas payer dans ta vie. Toute ta vie, quand tu veux être droit, tu vas payer. Toi, tu fais des milouïm. Tu peux jouer à l'imbécile et pas aller au milouïm quand on t'appelle. Alors tu n'es plus tout à fait droit. Et si tu es droit, tu payes. Si en plein milieu d'examen, on t'appelle pour un milouïm. J'ai fait dans les années 80, quand je faisais encore des milouïm, je suis un peu moins jeune maintenant, quand je faisais encore des milouïm, j'avais avec moi un garçon qui faisait un doctorat d'élevage de canards au Machon Weizmann. Comment les canards élèvent, etc. Peu importe, il faisait un doctorat. Mais à l'époque, on faisait 45 jours de milouïm par an. Vous vous rendez compte? 1 mois et demi. Alors, pour faire sa recherche, procéder à sa recherche, il devait élever des canards. En plein milieu de l'élevage, milouïm, 45 jours, le canard il meurt. Il fallait recommencer par 3 fois le miskin, il devait recommencer son doctorat. Mais c'est un personnage de valeur. Il dit, bon, je suis appelé sous les drapeaux, je viens. Ah. On peut raconter encore beaucoup de choses, mais on n'a pas beaucoup de temps. Alors allons-y. Cette demi-vérité atteste une intimité ultime. Qu'est-ce que ça veut dire, intimité ultime? Vous demandez à quelqu'un, tu es juif, il te dit oui. Pourquoi tu es juif? Ça veut dire, je ne pose pas de questions, je suis juif, je sens juif, point final. Je ne cherche pas à comprendre. Arshav, elle n'est non, Dieu merci, aucun racisme. Vous voyez comment il répond à la question. Car bel et bien, on devient juif. Mais on le devient comme si jamais il y avait eu de conversion. Je m'explique. La conversion d'un joueur de basket qui vient d'Afrique noire, Ken, pour avoir une excellente équipe, ce n'est pas une conversion. C'est de l'argent. Une vraie conversion, c'est quelqu'un qui est convaincu, quelqu'un qui se convertit
véritablement par conviction, vous savez qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui est né avec une neshama juif dans un corps goy. Donc sa conversion, ce n'est pas un bouleversement de son intériorité, c'est l'expression d'une intériorité. Pourquoi il est né comme ça? Ça, c'est un problème théologique, métaphysique, qui n'est pas le sujet de ce soir. Mais dans la conception juive, quelqu'un qui se convertit véritablement, par conviction, c'est quelqu'un qui est né avec une neshama juive. Alors il est né parmi les nations. C'est un problème qu'il faut élucider en soi. D'accord? C'est ce qu'il dit. Il dit, on le devient, mais comme s'il n'y avait jamais eu de conversion, parce que c'est une neshama qui sort. Dites-moi, de qui descend David Amelech? De Ruth Amoavia, une Goya. C'est la mère du Messie. Vous imaginez un instant que la mère du Messie, elle n'a pas quelque chose de normal avant qu'elle devienne juive? C'est ça? עכשיו, adhère-t-on à l'humain? Et là, c'est la gifle de Lévinas. Il fait une équation ici, juif égale humain. Pas sûr, c'est pas très bien. Et l'écrire en France dans les années 60, n'était pas une plaisanterie. Certains juifs ont une façon de dire juif quand on s'attendrait au mot homme, comme s'ils prenaient le judaïsme pour sujet et l'humanité pour prédicat. Donc, identité radicale et indéchirable. Pourquoi radicale? Quelqu'un qui est juif, une fois qu'il est juif, terminé, de naissance ou par conversion, il ne sort pas. Il ne peut pas sortir. On peut rentrer dans le peuple juif, on ne peut pas en sortir. Une vraie prison. D'accord? Il y a un juif qui a dû aller un jour à un enterrement chez les chrétiens. Oh, des raisons à lui, il n'avait pas tellement envie, il n'avait pas de joie de travail, c'est ce que je sais, j'en sais rien. Il est parti avec un autre juif, alors il se retrouve à l'église. Okay? Il se retrouve à l'église et il y a une masse de gens qui sont venus pour l'enterrement. Alors il dit, alors tu as vu, on est les deux seuls juifs ici, là, dans cette masse-là, on est perdus. Non, 3. Je ne vous ai pas raconté la blague avec Simon Lévy à Paris. C'est un juif qui vient d'Afrique du Nord dans les années 60 et il veut avoir un appartement dans le 16e. À l'époque, dans le 16e, c'était le quartier de toute la droite, de la noblesse, de tout ce que vous voulez. On ne laissait pas un juif rentrer. Il y a le seul, comment dire Métaverdi là? Agent immobilier. Un agent immobilier, un seul agent immobilier, il voulait aller le voir, il y a quelqu'un qui ne va pas le voir, c'est un antisémite virulent, il ni te loue un appartement, ni te vend, parce que pour les juifs, il ne fait rien. Bon, il a dit, si c'est comme ça, je vais chercher par mes propres moyens. Il a essayé pendant un bon moment, il n'a pas réussi, et quand il a vu qu'il ne réussissait pas, il est allé chez l'agent immobilier, et il lui dit, je veux un appartement ici dans le 16e. Il dit, quel est votre nom? Il dit, Yaakov Alevi. Il dit, vous êtes juif? Okay? Vous êtes juif? Si vous êtes juif, je ne loue pas, je ne vends pas, ni je ne loue pas aux juifs. Il dit, non, excusez-moi, j'ai un nom juif comme ça, qui consonance juive, mais je ne suis pas juif, je suis chrétien. Il dit, comment est-ce possible? Il faut quand même m'interroger. Il lui dit, bon, comment il s'appelle le monsieur en question? Il lui donne le nom de Jésus, et il dit sa mère, Myriam, Yofi. Et je vois que vous vous connaissez, et où c'est qu'il est né? Il est né à Nazareth. Okay? Ah, il dit bien, je vois. Alors une dernière question pour vérifier que vous êtes véritablement chrétien. Où c'est que, dans quel endroit il est né à Nazareth? Il a dit, dans une étable. Bien. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi il est né dans une étable? Il dit, bien sûr, parce que déjà à l'époque, il y avait des salauds comme vous qui ne voulaient pas louer aux juifs. Revenons à notre histoire. Identité, là on arrive au point fondamental de l'article. Identité radicale et indéchirable. Derrière, ce n'est pas du tout une plaisanterie. Quand Jésus est parti, il a donné compte devant Dieu en tant que juif. Il peut être le juif le plus problématique du monde, et il donne devant Dieu des comptes en tant que juif. Alors, identité radicale et indéchirable, adhérence antérieure à toute allégeance. On adhère au peuple juif avant toute allégeance. Elle ne se dit pas cependant en termes incontrôlables de quelque insondable sentiment où le sujet vibrerait.
Lévinas dit, ça ne suffit pas que tu te sens juif et ça vibre à l'intérieur. Elle demeure au contraire étrangère à toute introspection, à toute complaisance pour soi. L'envers d'une attention tournée vers l'extérieur et l'éternel d'une attention exclusive, monothéiste, toute oreille et toute obéissance. Une phrase compliquée. Essayons de la comprendre. Elle est étrangère à toute introspection, je ne cherche pas à savoir qu'est-ce que c'est, à toute complaisance pour soi. Un juif, il doit respecter la Torah. Respecter la Torah, c'est pas être complaisant avec soi, ça exige beaucoup. L'envers d'une attention tournée vers l'extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Un juif respecte la Torah pour le bien de l'existence tout entière. Il ne le fait pas juste pour lui. Il le fait pour tout le peuple juif, il le fait pour... et indirectement pour toute l'humanité. Et l'éternel d'une attention exclusive monothéiste, en rapport avec Dieu monothéiste en permanence, toute oreille et toute obéissance. Qu'est-ce que c'est un juif? C'est un juif, c'est qui accepte la Torah, les lois, les mitzvot, il les fait, il ne discute pas. Et là la phrase fondamentale, okay? Celle d'une sentinelle qui n'attend pas de relève. Un juif, c'est une sentinelle. Il n'attend pas quand il a un rôle à remplir, il a quelque chose à garder, il ne bouge pas, il maintient sa position, sa place, son rôle, il n'attend pas qu'on le change. Celle d'une sentinelle qui n'attend pas de relève, comme l'écrivait au début du siècle dernier Chaim Volozhiner, disciple préféré du Gaon de Vilna dans Nefesh HaChaim, ouvrage peu connu en Occident, mais confluent de toutes les forces vives du judaïsme. Ici une petite introduction. Au XVIIIe siècle, vit en Lituanie un chacham qui va bouleverser tout le judaïsme occidental, de fond en comble. Ce chacham s'appelle le Gaon de Vilna. Un personnage de connaissance avec des connaissances fabuleuses dans tous les domaines. En halakha, en Talmud, en Kabbalah, en tout ce que vous voulez. Et qui va remettre sur les rails l'enseignement de la Torah tel qu'il était par le passé parce qu'il avait subi trop de modifications pendant les 2000 ans d'exil. Et le Gaon de Vilna va forger des gens de très grande envergure. Une des dernières personnes qui a été forgée dans les écoles fondées par le Gaon de Vilna, c'est le Rav Kook, dont je suppose que vous avez tous entendu. D'accord? Des très grands personnages, avec des connaissances inimaginables. Inimaginables. Mais c'est des connaissances, c'est pas intellectuellement parlant, c'est aussi une, comment dire ça, un amour de la Torah exceptionnel. C'est pas juste par intérêt intellectuel, c'est par sentiment d'identité avec le contenu de la Torah. D'accord? Un de ses principaux élèves, c'est Rabbi Chaim Volozhin, celui que Lévinas ici appelle Chaim Volozhin, qui va fonder une nouvelle yeshiva qui s'appelle la yeshiva de Volozhin. Tous les plus grands personnages du judaïsme d'Europe, jusqu'à aujourd'hui, quasiment sans aucune exception, sont sortis de cette yeshiva, ou des élèves de cette yeshiva. Il a écrit un livre extrêmement fondamental qui s'appelle Nefesh HaChaim, l'âme de vie. D'ailleurs, il a été traduit par le professeur Groth, Beno Groth. Et je vous conseille vivement de toute personne, quand vous avez un moment, toucher à ces livres-là. Il a été traduit par un personnage de grande envergure aussi, le professeur Beno Groth, qui était le directeur du lycée Akiva à Strasbourg par le passé. Okay? Et avec un commentaire autour, qui aide à toute personne à le lire. Et il faut voir s'il est là, le chat. Il faudrait peut-être dire au Rav de Corps qu'on lui procure un exemplaire, que les gens puissent jeter un coup d'œil, parce que c'est vraiment un livre extrêmement important, qui est consacré à l'idée suivante. Quel est le rôle de juif dans l'existence? Et quel est son impact? Et quels sont les problèmes qu'il doit affronter et comment les affronter? C'est un livre vraiment exceptionnel. Pas toujours très facile, mais je suppose que dans la traduction française, vous n'aurez aucun problème. D'accord? Surtout qu'il y a un hyper commentaire autour d'une personne d'envergure également.
c'est ce livre qu'étudiait Lévinas avec le Chacham Shushan. C'est le Chacham Shushani qui a initié Lévinas à toute cette pensée du Gaon de Vilna et qui a fait de lui un personnage qui va mettre toutes ses connaissances de philosophie au service de la Torah. Le juif est comptable et responsable de tout l'édifice de la création. Et là, on arrive au point important. Pourquoi, vous allez comprendre pourquoi il nous a appelés sentinelles. Dans la conception juive, tout le monde repose sur nos épaules. Chacun d'entre nous en tant que juif. On fait une mitzvah, on fait basculer ça dans le bon sens. On fait une ravera, on fait basculer tout dans le mauvais sens. Mais pas juste nous. Et c'est là l'idée force. Le monde entier bascule. Vous vous rendez compte de la responsabilité énorme qu'on nous incombe sous cette forme. Pour bien vous faire sentir, ou pour peut-être faire sentir encore plus l'idée, le Rabbi Chaim Volojin, au début de l'ouvrage, rapporte un midrash, une agada de nos Chachamim, qui s'adresse à Nabucodonosor, quand il a détruit le temple. Il lui dit, qu'est-ce que tu crois? Tu crois que c'est toi qui l'as détruit? C'était déjà de la farine moulue. Vous avez compris l'idée? Ça veut dire que c'était déjà rongé de l'intérieur, ça a juste poussé. Autrement dit, c'est pas toi qui as détruit le temple, c'est le peuple juif lui-même par son comportement qui a fait tomber ça. Toi, c'est juste la personne qui vient d'exprimer ça sur le terrain. D'accord? Ça, c'est dans le côté négatif. C'est vrai dans le côté positif également. D'accord? Encore plus dans le côté positif. Mais ça nous fait endosser une responsabilité gigantesque. Chaque juif endosse une responsabilité universelle comme ça. Les Chagas, sachez que les premiers chrétiens connaissaient parfaitement cette idée-là. C'est comme ça qu'ils nous ont sacrifiés. Et au nom de cette idée, pourquoi? Vous savez que les juifs endossent cette responsabilité. Or, ils disaient, donc s'il y a du mal dans le monde, c'est vous le responsable. C'est comme ça qu'ils nous ont fait endosser la responsabilité au moment de la peste noire. Vous savez qu'ils nous ont accusés à nous d'avoir répandu la peste noire. Ils nous ont massacrés. Pourquoi? Parce que eux tombaient par dizaines de milliers, centaines de milliers, et les juifs étaient moins touchés. Les cieux, ils sont moins touchés. Nous, on est touchés. Ça veut dire que c'est les juifs qui ont emmené ça. Mais les juifs, ils étaient moins touchés parce que à cause des raisons de la halakha. Un juif, il ne mange pas sans se laver les mains, il ne va pas aux toilettes sans se laver les mains, ils ont passé des meilleurs. Alors évidemment, même au niveau médical, les microbes se répandent moins chez nous que chez les autres. Alors là, c'est l'idée force. Comprenez comment Lévinas a voulu nous amener. Qu'est-ce que c'est l'identité juive? C'est accepter cette responsabilité. Un juif est juif à part entière quand il accepte ça et il sait qu'il est conscient que de cette difficulté, de cette responsabilité. C'est ça le juif. Alors c'est beaucoup, c'est énorme, c'est ça. Mais on est capable de le faire. Et c'est ce qu'on fait. Alors, quelque chose engage l'homme plus encore que le salut de son âme. Qui est visé là ici? La chrétienté. Qu'est-ce qu'elle dit la chrétienté? Tu dois bien te comporter pour avoir une place au monde futur. Lévinas dit, c'est pas ça la conception juive. On doit faire ce qu'il doit faire pour que toute l'existence elle tienne. C'est pas pour avoir une bonne place. Vous comprenez comment ici nous explique comment les conceptions juives et chrétiennes sont complètement antithétiques. Elles n'ont rien à voir. Une s'occupe de la personne elle-même. Il faut que tu sois bécédère pour avoir ta jolie place au Gan Eden, j'en sais rien. On ne s'occupe pas du Gan Eden, on s'occupe de toute l'existence. Moïse est celui qui va aller le plus loin dans ce sens-là. Quand les Juifs vont tomber dans la faute du veau d'or, il va chez Akadosh Baruch Hu et lui dit ou tu leur pardonnes ou tu m'effaces de ton livre. Effacer de ton livre, ça signifie ne plus avoir droit à rien du tout. Éliminer de l'existence. Vous voyez dans quel sens il va chez Akadosh Baruch Hu en lui disant ou tu leur pardonnes ou tu m'effaces. Autrement dit, c'est ici une volonté de sauver l'existence, pas de se sauver personnellement. L'acte, la parole, la pensée du juif ont le redoutable privilège de détruire ou de restaurer des mondes.
L'identité juive n'est donc pas une douce présence de soi à soi, mais la patience, la fatigue, l'engourdissement d'une responsabilité. Et regardez comment il range ça dans un verset de la Torah. Une nuque raide qui supporte l'univers. On est appelé des personnes avec la nuque raide. On est des personnes assez entêtées. D'accord? Mais il faut être des personnes assez entêtées pour endosser une responsabilité. Voilà. Et là, regardez ici quelques flèches aussi qu'envoie Lévinas en direction de tout ce qui n'est pas tout à fait ce qui doit être. Cette adhérence originelle s'exprime en un langage moins intolérable dans l'idéal sioniste, même si elle se veut alors politique et nationale. La carte d'identité israélienne épuise pour bien des Israélites le sens de l'identité juive. Elle l'épuise en puissance pour les restes d'Israël encore récupérables dans la diaspora. Pour un juif qui arrive en Israël, j'ai la carte d'identité, je suis juif. Et regarde, il n'y a rien de plus idiot qu'une déclaration pareille. Les Druzes, ils ont une carte d'identité israélienne. Les Arabes israéliens, ils ont une carte d'identité israélienne. Je ne suis pas encore au courant qu'ils sont juifs. D'accord? Mais l'identité juive court ici le risque de se confondre avec le nationalisme, et dès lors sa perte est probablement le gage de son renouvellement. Là, c'est une flèche empoisonnée qu'envoie Lévinas à une conception laïque du judaïsme. Si c'est juste une carte d'identité, c'est quelque chose de national. Si c'est national, c'est très problématique. C'est là? Permettez-moi de vous raconter quelque chose. Vous êtes des gens qui sont nés en diaspora. Certains d'entre vous vivent déjà en Israël assez de temps pour connaître les gens. Beaucoup d'entre vous, pas encore. Pendant que je faisais mes Milouïm, ou peut-être une petite introduction, Israël est né grâce à qui? À des gens, des pionniers qui sont venus au début du siècle dernier. Okay? Beaucoup, c'est pas juste, mais beaucoup. Grâce à des pionniers qui sont venus, qui ont monté les kibbutzim, essentiellement, et les moshavim. D'accord? Mais ces kibbutzim-là ont été montés par des personnes qui sont nées en Europe, essentiellement en Europe orientale, dans un monde de yeshivot, qui ont grandi dans un monde de yeshivot et qui ont envoyé le judaïsme promener. Ils n'ont gardé du judaïsme que leur attachement à la terre d'Israël et l'attachement au peuple juif, mais sans aucun contenu religieux quelconque. C'étaient les plus grands combattants de Tzahal dès le début de l'État. Les meilleurs aviateurs, des gens qui se sont sacrifiés pour ce pays. Quand je faisais les Milouïm, dans chaque unité, il y a quelqu'un qui est préposé à contrôler que les personnes habitent à l'endroit adéquat, etc., et qui sont toujours là-bas. Maintenant, on fait ça grâce à des téléphones ou autres. À l'époque, il n'y avait pas ces téléphones. Il fallait aller voir que tout le monde habite toujours au même endroit pour pouvoir l'enrouler si besoin, ça on s'en fait d'urgence. D'accord? J'étais responsable d'enrôlement de toute la vallée de Beth-Shean, là où il y a les principaux kibbutzim et les plus anti-religieux de l'époque. Il y avait des tas de scènes de regards cocasses quelquefois. Quand j'arrivais là-bas, ils me voyaient avec une barbe, et je viens au nom de l'armée. Alors qu'est-ce qu'ils disaient à l'entrée du kibbutz? Voilà le mashgiach kashrut qui s'appelle. Quand j'ai commencé à faire ça, il nous faut de Haïfa à la Emek Bet-Shean 1 heure de voiture. 1 heure aller, 1 heure retour. Ça veut dire 2 heures dans l'aller-retour. Pour passer dans tous les endroits, ça nous prenait plus de 2 jours, entre 2 jours, 2 jours et demi. Quand j'ai commencé à faire ça, entre l'aller et retour, c'était presque 3 jours. La dernière année où j'ai fait ça, c'est à peu près 15 ans plus tard, okay, y compris l'aller-retour de Haïfa là-bas, ont terminé en moins de 5 heures. Vous savez pourquoi? J'arrive premier kibbutz, où il est là, celui-là? New Zealand. Et celui-là où il est? Drum Africa. Et celui-là où il est? Au Canada. Et celui-là où il est? En Amérique. Et j'en passe des demi-heures. Il n'était pas là. Les enfants ont disparu, ou dans le pire cas, les petits-enfants. Ils ne sont pas là. Pourquoi? Parce que quand on enlève le contenu de Torah, il ne reste rien du judaïsme.
C'est ce que dit Lévinas ici. Vous croyez que vous allez maintenir l'identité juive avec une carte d'identité nationale? Surtout. Effectivement, un arabe, il a une carte d'identité israélienne. Les regards pendant... Qui c'est qui étudie? Il y a quelqu'un qui étudie ici aéronautique? Vous faites encore toujours le cours de l'équation différentielle? Enfin, j'étais le responsable pendant des années, c'était moi qui faisais le cours là-bas. Équation différentielle. Je ne sais pas s'ils font toujours le même programme, mais je leur faisais la vie dure. Je ne sais pas s'ils vous font toujours la vie dure. Quand vous dites qu'ils sont plus gentils. Pareil. En tous les cas, moi, je leur faisais la vie dure. Je vais vous expliquer après pourquoi j'avais raison. Jamais en aéronautique, il laissait rentrer quelqu'un qui n'était pas juif. Pourquoi? Pour des raisons de sécurité. Il faut rentrer dans les industries de sécurité, etc. Où il y a un certain doyen qui a décidé de laisser rentrer les non-juifs là-bas. La première personne non-juive qui est rentrée, c'est une étudiante arabe. Comme c'était une étudiante, moi je ne l'ai pas identifiée, de surcroît elle n'avait pas une tête particulièrement. Je suis né dans un pays arabe, donc je sais les distinguer. Pourtant, elle n'avait pas du tout une tête de quelqu'un de non-juif, donc je ne me suis même pas aperçu. Chaque fois à la fin du semestre, à la fin du cours, je leur disais, écoutez, je vous ai fait la vie dure, mais sachez que je ne l'ai pas fait stable. Je l'ai fait parce que vous allez être les responsables de la défense d'Israël plus tard, et vous avez besoin d'être de standing pour conférer à notre pays, à notre peuple, au peuple juif, je disais, au peuple juif, la sécurité auquel il a droit. Donc je disais ça après chaque semestre. Le semestre où est rentrée cette étudiante, elle m'attend à la fin, quand je sors, elle me dit, dites-moi pourquoi vous avez parlé du peuple juif? Bon, dès qu'elle m'a posé la question, j'ai compris ça. Je dis, pourquoi vous ne voulez pas que je parle pas? Parce que moi, je suis israélienne, mais je ne suis pas juif. Je lui dis, vous êtes israélienne, comment est-ce possible si vous n'êtes pas juif? Elle a sauté en l'air, évidemment. Et elle m'a dit, comment ça? Je dis, oui. C'était une époque où il y avait une tension entre nous et la Syrie sur le plateau du Golan, et à chaque instant, ça pouvait bouleverser, tourner vers la guerre. Il dit, écoutez, moi, votre carte d'identité, ça ne me suffit pas. Comment ça ne suffit pas? Je dis, oui, je vais vous poser une question, vous allez comprendre. Il dit, vous savez qu'on est en tension maintenant avec la Syrie? Elle me dit, oui. Il dit, si demain matin, il y a de la guerre, vous êtes prête à venir avec moi et bombarder Damas? Elle ne s'attendait pas à ça. Elle me dit, je n'ai pas réfléchi à cette question-là. Je lui ai dit, vous voyez pourquoi je mets en doute votre identité nationale juive, israélienne? Dans un pays, quand un citoyen fait partie d'un pays, il est tout de suite prêt à défendre son pays quand il est attaqué. Maintenant, je vous pose la question, si on est attaqué, est-ce que vous venez défendre le pays? Vous me dites, vous ne savez pas. Donc, c'est que vous ne savez pas si vous êtes encore israélien. Quand vous aurez une réponse à ça, je pourrais vous dire si je vous considère comme israélien ou pas. D'accord? Elle n'est jamais venue me voir, évidemment. Aujourd'hui, j'aurais dit une phrase pareille, je me serais trouvé derrière les barreaux. C'était une affaire, il y a presque 30 ans, cette histoire-là. On pouvait encore parler, maintenant on ne peut plus parler. Mais vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire, ce que dit Lévinas ici? Qu'est-ce que ça veut dire une carte d'identité? Ça ne veut rien dire. Chez nous, la carte d'identité, elle est à l'intérieur de la Neshama. Elle est dans le comportement. C'est là-bas qu'un juif est juif. La carte d'identité, on est le prolongement. Elle n'est pas l'essence, elle est le prolongement. Ou si vous voulez le titre. Je crois que je dois arrêter, Michael. Ouais, ne laisse pas le pied. Ça va. On a touché au point important. On n'a pas fini. C'est dommage, il y a un texte ici extrêmement important où explique Lévinas comment ne pas tomber pour un juif dans le panneau de l'éducation occidentale. Je vous dirai juste une phrase là-dessus. Dans le monde occidental, dès que vous vous comportez différemment du monde ambiant, vous êtes, comment dire ça, ciblé. On vous attend au tournant. Le juif, il ne doit pas avoir peur. En aucune façon de voir. On est différent, on se comporte différemment, et c'est notre devoir. Le monde occidental, pas le monde, la conception occidentale nous menace dans ce domaine-là.
pas la première fois qu'on est menacé. Hein? On n'a aucun problème avec ça. Hein? On est capable d'être ce que n'importe qui est et encore plus. Alors si nous nous sentons différents, très bien. Si on nous sent différents, c'est qu'on est exactement les mêmes. Bravo. Faites attention de ne pas tomber dans ce panneau-là. Jamais de ne pas tomber dans le panneau parce que l'université par excellence, elle est toujours là pour niveler. Mettre tout le monde sur le même plan. C'est pas de rien que ça vient de l'idée université, l'univers. Pas de distinction. C'est une idée très grecque comme ça. Mais c'est l'inverse de l'idée juive où il y a une gradation dans l'humanité. Et il y a un peuple élu pour diriger moralement les nations. C'est nous. Est-ce qu'on le fait toujours? On le fait bien, on le fait pas, ça c'est un autre problème. Mais c'est notre rôle, c'est notre devoir, et pour ça, on peut et on doit être différents. Point final. Ça ne plaît pas beaucoup de gens. On a l'habitude. Je vous souhaite excellente réussite dans vos examens, dans vos études, et dans tout votre vie.